Avant tout, il convient de partir d'un préalable éthique et philosophique de l'être humain, qui conçoit que toute personne, quelle que soit sa situation, est porteuse de capacités et de potentialités. Il convient de la considérer comme un être capable. C'est le fondement sans lequel je ne peux pas m'engager dans une démarche de participation. Dans sa dimension philosophique, Simone Veil, philosophe du XXe siècle, qui a beaucoup travaillé sur l'être humain et la condition ouvrière, définit la participation comme un besoin fondamental de l'être humain. Dans son livre « L'enracinement », elle décrit tous les besoins fondamentaux qui, selon elle, sont tous aussi importants les uns que les autres, contrairement à d'autres sociologues ou philosophes qui les hiérarchisent. Pour elle, la vie psychique et la vie organique sont aussi indispensables l'une que l'autre à la vie d'une personne. La participation sera donc l'information, la prise de décision, la prise d'initiative et la liberté d'opinion. C'est donc le sentiment d'appartenance à un groupe social. Je vais vous lire une citation de ce livre. « L'initiative et la responsabilité, le sentiment d'être utile et indispensable sont des besoins vitaux de l'âme humaine. La satisfaction de ce besoin exige qu'un homme ait à prendre souvent des décisions dans des problèmes, grands ou petits, affectant des intérêts étrangers aux siens propres, mais envers lesquels il se sent engagé. Il faut aussi qu'il ait à fournir continuellement des efforts. Il faut enfin qu'il puisse s'approprier par la pensée l'œuvre tout entière de la collectivité dont il est membre, y compris les domaines où il n'a jamais ni décision à prendre, ni avis à donner. Pour cela, il faut qu'on la lui fasse connaître, qu'on lui demande d'y porter intérêt, qu'on lui en rende sensible la valeur, l'utilité, et s'il y a lieu, la grandeur, et qu'on lui fasse clairement saisir la part qu'il y prend. C'est donc simplement se sentir acteur d'un groupe social. La participation dans sa dimension politique, c'est très concrètement le partage du pouvoir entre la personne concernée, le travail social, et même plus largement entre la personne concernée et la société, les institutions, les élus, les acteurs. Je dois donc considérer la personne dans son expertise comme étant complémentaire de la mienne et nécessaire à l'élaboration de la réponse aux problématiques individuelles et collectives. C'est à partir du moment où je considère ce partage du pouvoir que je peux véritablement parler de participation. La dimension politique de la participation est aussi une rencontre équilibrée entre le mouvement descendant et le mouvement ascendant. On définit le mouvement descendant comme la mise en œuvre des politiques publiques, des institutions vers les territoires. Alors que dans le mouvement ascendant, c'est le territoire qui exprime ses besoins, ses ressources, ses expérimentations, de manière à influencer la définition des politiques publiques qui, à leur tour, doivent s'adapter à la réalité, aux besoins, aux ressources des personnes qui y vivent. Cela implique une remise en question profonde, philosophique et éthique, des postures professionnelles des travailleurs sociaux qui accompagnent cette participation. Je vous propose de retenir 4 niveaux de participation, inspirés des travaux de Sherry Ernstein, sociologue américain, qui distingue sur une échelle de 8 niveaux ce qui relève de la non-participation, de la manipulation et enfin de la participation. Tout d'abord, il y a le niveau de l'information, nécessaire pour donner le pouvoir d'agir et de participer. Cette information doit être divulguée de manière équivalente à tous les acteurs et accessible à chaque groupe social au niveau du langage, du média, du lieu dans lequel elle est communiquée. Mais attention, il ne faut surtout pas minimiser le contenu auprès de la personne concernée. Le deuxième niveau, c'est la consultation. Là, je vais demander l'avis aux autres personnes afin de prendre une décision. Mais la personne concernée ne va pas participer à la réflexion ou à la décision. Et ça, il faut qu'elle le sache. Comme je suis dans l'éthique de la participation, cette décision va lui être restituée. Elle doit savoir pourquoi, comment et selon quelle modalité elle a été prise. C'est une manière de ne pas instrumentaliser la personne. Le fil conducteur, c'est tout simplement le respect de la personne. Le troisième niveau, c'est la concertation. Là, j'associe les personnes avec d'autres acteurs pour qu'on réfléchisse ensemble à une problématique donnée. Cela va donner lieu à un conflit parce que vont s'exprimer des avis différents. Cette diversité de points de vue est fondamentale. Simplement, il faut que ce conflit soit animé et constructif.
Là aussi, la personne doit savoir comment et qui va prendre la décision finale. Ça peut être le chef de projet, l'élu ou l'acteur qui aura été défini au départ. Enfin, le niveau idéal le plus abouti de la participation, c'est la codécision. Tout le monde a été informé, a réfléchi et a décidé ensemble. Cette codécision doit être vraiment organisée dans un cadre démocratique et juridique, codéfini par l'ensemble des acteurs. On peut voter à la majorité ou au consentement, il y a différentes modalités de décision. Mais il n'y a pas un pouvoir supérieur pour l'un des acteurs du groupe. Chacun a le même pouvoir dans la prise de décision. Un principe important dans cette notion de participation, c'est la capacité des personnes à agir sur leur vie et sur la vie collective. La capacité concrète qu'elles ont à influencer leur vie ou la vie collective. Il est vraiment fondamental de prendre en compte ces capacités. Je vous propose pour cela de vous référer à l'empowerment ou au concept du développement du pouvoir d'agir qui a été développé par Yann Le Bossé.